Sélénia de Alexandre Hélion. Dans l'enfer, les espaces les plus brûlants sont réservés à ceux qui, en période de crise morale, maintiennent leur neutralité. Dante Alighieri. Limbe. L'absence de salive dans ma bouche me réveille. L'éclat diffus d'une goutte d'eau cognant contre une vitre me fait ouvrir les yeux. Je comprends déjà que quelque chose ne va pas. Il ne pleut jamais là où j'habite. Je ne sais plus où cela se trouve, car mon cerveau n'est qu'une bouillie sans nom, mais je suis certaine qu'il fait toujours beau et chaud là où je vis, et qu'il n'y a jamais cette forte odeur de métal oxydé. C'est la troisième chose qui vient éveiller mon corps et le remet en état de marche. Ma vue reste trouble et ma gorge aussi sèche qu'une feuille de papier. Mon esprit est trop englué dans la mélasse pour penser à autre chose que le réveil de mes sens. Je déglutis plusieurs fois, je cligne des yeux, je sens mes doigts bouger, j'ai toujours des doigts, 2 mains, 2 pieds, je les sens. Je sens mes orteils frétiller douloureusement. Voyant toujours flou, je décide de garder les yeux fermés, en attendant de comptabiliser la présence de mes membres. Un à un. Je dois les dégourdir l'un après l'autre, afin de comprendre ce qui m'arrive, et voir s'il ne manque rien. Mes yeux clos me plongent non pas dans le monde noir de l'obscurité, mais plutôt dans un univers d'un blanc étincelant, comme lorsque l'on ferme les yeux face au soleil. Je n'ai mal nulle part, mais mon engourdissement m'exaspère autant qu'il me terrifie. Où suis-je? À l'hôpital? Sur le bord d'une route en train de me vider de mon sang? Ou chez moi bien au chaud sous ma couette en train de faire un cauchemar? J'exclus rapidement cette dernière hypothèse. La barrière entre le monde du rêve et la réalité a été franchie dès que j'ai senti ces relents de rouille envahir mes narines. Je me concentre à nouveau et parviens à faire bouger les doigts de ma main gauche. Je ne me souviens pas si je suis gauchère ou droitière. Peu importe. Je verrai cela plus tard. J'essaie de mobiliser mes doigts de la main droite, mais sans succès. Par contre, mes hanches commencent à osciller faiblement. Je sens les os de mon bassin frotter subtilement contre ma peau, puis contre mon jean. J'ai un jean? Oui, j'ai un jean sur moi. J'en suis certaine à présent. Je sens sa rugosité contre mes jambes. Au moins, je ne suis pas toute nue, c'est déjà bien. Mon pied gauche commence à faire des moulinets timides. Il semblerait que la partie gauche de mon corps veuille se réveiller la première. Je n'y vois pas d'inconvénient. Tant que tout finit par se relever, je n'aurai pas de mal à accepter la situation. Je suis une fille patiente. J'aime jauger une situation avant de m'y attaquer. Je n'ai pas encore le courage d'ouvrir les yeux. Trop peur de découvrir ce qui se cache derrière cette odeur métallique, immonde et ces gouttelettes éparses qui cognent contre une vitre. Il semblerait qu'il pleuve de plus en plus, comme cet étrange se clapotis contre le verre. Étrange et terriblement mélodieux à la fois. Cela m'apaiserait presque si je n'étais pas si angoissée à l'idée de ne pas recouvrer l'ensemble de mes fonctions motrices. Je sens ma hanche droite gigoter à son tour. Mon pied droit, puis ma jambe droite, tout entière, se défroisse peu à peu. J'essaie de plier un genou, et y parviens non sans difficulté. J'humidifie mes lèvres délicatement, sens le goût du sel sur ma langue, la peau de mon visage qui se défige, et des tiraillements à la naissance de mes paupières, des larmes séchées, assurément. Étrange. Je pleure si rarement qu'il y a lieu de s'inquiéter. Je décide de lever ma main gauche et de la poser sur mon ventre. Je tâte mon nombril, le bout de mes seins. J'ai un soutien-gorge, mais aucun pull ni t-shirt. Ma gorge semble intacte, mon menton également. Ma main refonctionne parfaitement bien. Je descends donc mes doigts vers mon pantalon. Les boutons sont fermés, mon vagin est indolore. Mes fesses sont à l'étroit, mais non rien, d'après ce que je ressens. Il est temps d'ouvrir les yeux, en espérant que ma vue ne soit pas aussi brouillée que tout à l'heure. 3, 2, 1. Courage. Mon regard s'accroche en premier lieu à un carré de lumière au plafond. Non, il s'agit de la vitre sur laquelle les gouttes tapent inexorablement. Une vitre fixe perçant une toiture rectangulaire. Mes yeux tentent tant bien que mal de s'habituer à la blancheur vive des lieux. J'essaie de relever mon buste, mais n'y parviens pas, et découvre simplement la multitude de capitons encerclant la vitre. Je comprends alors que la lumière provient directement de l'extérieur. Il fait jour au dehors, un temps de printemps où une pluie éparse se mêle aux rayons tendres du soleil. Je tourne la nuque et aperçois les murs de la pièce, au centre de laquelle je suis allongée, tel un cadavre. Des rembourrages noirs et moelleux recouvrent l'ensemble des murs. Les reflets satinés et la douceur de la matière caressent mes prunelles un instant. L'idée saugrenue que je me trouve à l'intérieur d'une boîte à bijoux me vient à l'esprit. Ou bien dans un de ces écrins où les joailliers rangent les beaux colliers de perles qu'ils présentent aux dames riches. Mon regard accoutumé à la luminosité fantastique des lieux se tourne de nouveau vers la vitre. J'aperçois la myriade de gouttelettes qui s'émoncellent contre le carreau parfaitement nettoyé. Une branche d'arbre pourvue de 1000 feuilles, aussi belle qu'arrogante, se déploie au dehors, juste au-dessous du carreau.
Où suis-je, bon sang? Est-ce qu'on m'a fait une mauvaise blague? J'ai peut-être été capturée? Violée? Je suis potentiellement victime d'un trafic d'êtres humains. Comme ces filles que l'on drogue sans cesse et qui passent le bras en bras, sans jamais s'apercevoir qu'elles sont devenues des déchets humains. Non, je pourrais pas le tolérer. Mon cerveau se remet en marche si vite que je ne ressens pas la peur de m'assouvir à nouveau. Une peur qui me donne un coup de fouet, de l'adrénaline pure, la meilleure drogue naturelle qui soit. Mes coudes me relèvent, mon buste se redresse, j'étire ma colonne vertébrale, respire un grand coup. Ma main droite pendouille toujours, impossible de la réveiller. Mes genoux se déplient si bien que je parviens à croiser mes jambes et à m'asseoir sur mes fesses, le front posé sur mes genoux. Ma nuque a encore du mal à tenir la douleur de mon crâne. J'inspire exagérément une nouvelle fois, si intensément que cela me fait penser au hennissement d'un cheval. La pluie poursuit son concerto cristallin, mais cela ne m'amuse ni ne m'apaise plus du tout. À présent, je comprends que la situation dans laquelle je me trouve est anormale. Mon regard balaie le contour de la pièce et inspecte la multitude de coussinets capitonnés collés sur les parois. Ils semblent être d'excellente facture. La lumière entre par la seule et unique fenêtre au plafond, bien trop éloignée de moi pour être atteinte. Une moquette noire et chaude, sans odeur aucune, tapisse le sol, et je découvre un vieux seau en métal rouillé et fétide. Je n'ose songer à quoi il va me servir, mais je comprends immédiatement d'où provenait cette odeur tenace d'oxydation. Un détail flagrant agrippe soudain mon esprit et extermine ce qu'il restait de mes espoirs. Je ne vois aucune porte. À moins qu'une ouverture soit dissimulée dans l'ombre d'un mur. Après tout, ces coussins collés aux parois semblent si épais qu'ils pourraient cacher n'importe quoi. Une seule solution, se lever pour en avoir le cœur net. Je secoue ma main invalide dans l'espoir d'y faire affluer sang et mouvement, mais rien n'y fait. Ma main gauche, elle, recouvre peu à peu une motricité parfaite, si bien que j'exerce une pression sur le sol, et malgré la douleur dans mes épaules et mes coudes, je parviens à me glisser sur un de mes genoux. Mes muscles se réveillent à leur tour, et avec eux la douleur des courbatures. À mesure que mes os et mes membres reviennent à la vie, je me persuade que mon sommeil a été bien trop long. Formidablement long. Où étais-je avant de m'endormir? Avec qui étais-je? Ces questions ramènent mon esprit vers un éveil nouveau. L'adrénaline s'estompant, la raison revient peu à peu remplacer la rage, la peur et les efforts physiques de survie, par une conscience bien plus neutre de la situation. Une neutralité qui vient jeter des braises sur mon âme stupéfiée. Mes souvenirs. Balbutiai-je, je m'appelle... Le souvenir de mon prénom, de mon nom de famille, de mon âge, du lieu où je réside, de mon propre visage, tout cela m'est aussi interdit que l'accès à mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, la conscience de qui je suis, de ce que je fais dans la vie, de mon existence même. J'essaie désespérément de me raccrocher à quelque chose que je sais, mais ma mémoire se faufile profondément dans des abysses imaginaires dès lors que je tente de la capturer. Je hurle, j'attrape mes tempes et me secoue le crâne. Mes coudes se balancent de gauche à droite dans une rage folle. Je lève mon second genou et me mets debout, criant toujours comme une dégénérée, chaque fois qu'un souvenir glisse dans ma mémoire, aussi furtivement qu'une bulle de savon, me déplaçant tel un animal en cage dans ce que je qualifierais d'une cellule. Mes doigts courent sur les rembourrages à la recherche d'une poignée, d'une serrure ou du moindre interstice me permettant de découvrir une sortie. Je m'accroupis et laisse courir mes paumes tremblantes sur la moquette, en quête d'une trappe, puis je me redresse et saute aussi haut que possible vers la vitre, qui s'avère tout bonnement inatteignable. Même en grimpant sur un piédestal de fortune, je ne parviendrai pas à l'effleurer. Arrivant à court d'options, mon cerveau comprend vite la fatalité qui m'est imposée. Ne sachant comment réagir, je mets un coup de pied dans le seau en pestant de rage. Un seau! Je répète le mot de vive voix. Je sais que c'est un seau. Je sais que c'est une vitre. Je connais le mot branche. Je sais que cette branche dehors est rattachée à un arbre, lui-même probablement rattaché à une forêt. Je connais la couleur noire, la couleur blanche, la couleur bleue de mon jean. Je sais que c'est un jean, nom de Dieu. Ma mémoire n'est donc pas totalement altérée. Si je connais le mot capiton, je devrais pouvoir me rappeler mon propre prénom, bordel. Ma voix enrouée sonne bizarrement à mes oreilles, comme si je ne l'avais pas entendue depuis longtemps et la tête redécouvrait. Je secoue la tête et tente de raisonner. Au moins, ma crise m'a permis de me relever et de comprendre que je peux tenir debout sans trop d'efforts. Ok, je ne sais plus comment je m'appelle, mais c'est peut-être dû à la drogue hypnotique que l'on m'a injectée. Ou bien est-ce l'effet d'un trauma? L'idée farfelue que je végète prisonnière du coma me vient tout à coup, mais je la balaie d'un revers de main en me pinçant l'oreille si fort que j'émets un couinement ridicule. Je ferme les yeux et respire une bonne dizaine de fois d'affilée afin de me calmer. Trouver la clé d'un mystère qui m'enrebane ne serait-ce possible que si je demeure réfléchie et équilibrée. Non pas en piquant une crise de nerfs inutile,
J'observe le seau que j'ai frappé du pied et constate qu'il est étonnamment resté debout. Je m'en approche et identifie un fond d'eau à l'intérieur. La moquette autour est mouillée. Je hume le fond du seau, mais n'y découvre qu'une odeur de rouille. Mes lèvres sont trop sèches et mon corps trop faible pour faire la difficile. J'avale quelques rasades d'un trait, énergisé par l'effet de la réhydratation. Ma gorge ne cesse de déglutir, de plaisir et de happer de liquide frais qui pénètre dans mon corps et contribue à la ramener à la vie. Comme si je n'avais rien bu depuis des siècles. Ragaillardi, je dépose le récipient métallique sur la moquette et fais un tour sur moi-même afin de mesurer la grandeur de la pièce. Un rectangle de 20 mètres carrés tout au plus. Mon salon ne doit être plus grand. Mon salon? Oui. Un souvenir s'accroche à mon cerveau de façon si inopinée que j'en ai le tournis. Je revois le plancher délavé, les tapis bleus, les couvertures beiges et blanches jetées nonchalamment sur le vieux canapé en tissu marron. Des flashs cognent dans mon esprit, à la manière d'un fouet sur de la chair. Une douleur infâme envahit mon crâne, comme si le fait de me souvenir libérait un faisceau de pointe hérissée dans ma tête. Je hurle à nouveau, fais les 100 pas, en attendant que le mal se dissipe. Mais plus je me souviens des détails de mon salon, plus les larmes imaginaires grandissent et me lacèrent. Je revois les vases de mauvais goût sur la bibliothèque, la lumière pénétrant par les stores vénitiens et révélant une poussière envahissante, la télévision allumée sur une de ces émissions grotesques où les gens viennent se plaindre devant des millions de téléspectateurs. J'entends les bruits dans la pièce, jouxtant le séjour. Ça y est, j'y suis. Je fais partie intégrante de mon souvenir. La douleur est insupportable, mais je dois tenir bon. Je dois savoir d'où vient ce bruit. Quelles sont ces odeurs de sauce, de viande grasse, de... Quelle est cette voix? Cette voix que j'entends et qui crie mon prénom. J'essaie d'entendre, mais mon corps, dans la réalité de la pièce noire, ne cesse de se mouvoir en tous sens. Ma gorge est en feu, mes cordes vocales vont se briser, dans le mal se déploie sans instrument tranchant dans mon crâne. Juste avant que je m'effondre et que je quitte ce souvenir en lambeaux, j'entends le prénom de mon esprit à tenter me souffler. Sélénia! Je vacille. La blancheur étincelante de la lumière recrée ce mur diaphane devant mes paupières closes. Le martèlement dans mon crâne est si fort que mes sens se perdent et s'en mêlent.